Alors aujourd'hui, une interview avec Julien Rochdy. Il a fait une vidéo il y a pas longtemps pour présenter Charles Gave comme étant le candidat selon lui le mieux pour les élections de 2020. Il a été membre du FN de 2006 à 2014 et directeur national du Front national de la jeunesse de 2012 à 2014. Il va nous rejoindre aujourd'hui pour nous parler de ses idées, etc., de sa vidéo et nous apporter plus de précisions. Je suis donc un ancien petit politicien, puisque j'ai été à la tête du Front National de la Jeunesse quand j'étais jeune. Et depuis, j'essaye de faire avancer quelques petites idées via des bouquins que j'écris maintenant, via les réseaux sociaux, des vidéos, des articles, des interviews comme celui-ci, ce genre de choses. Voilà, je suis un essayiste, je débute, je suis un grand lecteur surtout et un polémiste de temps en temps quand je prends part à des polémiques et toutes celles notamment qui ont trait à l'identité, aux questions de la droite et de la gauche, au féminisme et ainsi de suite. Voilà. Très bien, alors justement, vous parlez du féminisme, c'est très bien, on va commencer par ça. On a fait un live il y a pas longtemps avec Nemesis, je sais pas si vous avez entendu parler de... J'en ai entendu parler, je n'ai pas encore vu leur travail exact, ce qu'ils font exactement, mais j'en ai entendu parler, oui. Alors vous dites ce qu'ils font, en Ils, fait c'est ce qu'elles font. elles ont fait une manifestation, elles se sont fait un peu embêter C'est ça, en fait par elles ont des rejoint féministes. Ouais. ouais, elles ont rejoint la manifestation de nous toutes et en fait elles se sont fait virer clairement des deux manifestations pour leurs idées parce qu'elles dénoncent le fait que ce soit l'immigration qui qui soit le principal problème des violences faites aux femmes. Et moi, je voulais vous demander ce que vous pensez du fait que ce collectif soit uniquement composé de femmes. Elles n'acceptent pas d'hommes au sein de leur collectif. À vrai dire, ça m'est un petit peu égal, je m'en fous un peu. C'est un collectif féministe, donc évidemment, c'est un féministe c'est un mouvement qui est intéressé par les questions liées aux femmes. Et de plus, je pense que déjà qu'elles sont suspectes du point de vue des médias mainstream et du féminisme mainstream, elles sont déjà suspectes de ne pas être de vraies féministes au prétexte qu'elles sont de droite entre guillemets. Alors si en plus elles devaient accueillir des hommes à l'intérieur de leur mouvement, elles seraient encore plus critiquées et on leur refuserait d'autant plus d'être cataloguées comme étant féministes. Donc je pense que c'est plutôt malin, intelligent et en tout cas elles n'ont pas le choix que de ne pas prendre des hommes dans leur mouvement pour ne pas être accusés encore plus d'être finalement des espèces de cheval de Troie antiféministes dans le grand mouvement féministe. On va parler de votre vidéo sur Charles Gave, Mhm. qui a fait pas mal de bruit. Et vous parlez dans cette vidéo du bon sens du terme libéral. Est-ce que vous pouvez préciser ça? Le problème du libéralisme, c'est qu'il a eu et qu'il a toujours plusieurs sens dans l'histoire. Il faut, je pense, distinguer ce qui appartient dans le libéralisme à la philosophie libérale, c'est-à-dire une philosophie qui est essentiellement matérialiste et qui est née avec la modernité et qui focus essentiellement sur l'individu et une prétendue neutralité axiologique, celle dont Michia parle, c'est-à-dire une prétendue, parce que j'insiste là-dessus sur une prétendue neutralité et une tolérance de l'État vis-à-vis de toute idéologie qui pourrait dominer, donc religion ou idéologie qui pourrait dominer la société. La vérité, d'un point de vue historique, on l'a vu, c'est que le libéralisme, parce qu'il est né de la même essence matérialiste que toutes les gauches, en fait, est toujours extrêmement indulgent vis-à-vis des idéologies et philosophies de gauche et n'est jamais en fait totalement et parfaitement neutre d'un point de vue axiologique et idéologique. Donc ce libéralisme-là, celui que nous subissons, ce qu'on va appeler le libéralisme philosophique, est un libéralisme qu'il faut combattre. C'est, pour résumer, le libéralisme de l'individualisme. Celui-ci est l'ennemi, c'est clair. Maintenant, le bon libéralisme, celui que j'entends par là, c'est le libéralisme d'un point de vue pratique, d'un point de vue de la praxis. Je me suis converti à ce libéralisme-là dans la mesure où je pense que l'État est aujourd'hui mort et qu'il est totalement pourri. Et parce qu'il est pourri, il gangrène le corps entier de la nation. Et face à un corps gangréné, vous savez, si on veut réussir à le soigner et à faire que ce corps-là ne meure pas, il ne sert à rien que de lui injecter du sang neuf. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'État est pourri, quand tout l'État, toute son administration est trop lourde et pourrie, vous pouvez lui mettre à la tête des individus honnêtes, des individus qui sont de meilleure qualité, qui sont plus diligents, plus
voilà, de meilleure qualité, vous ne résolverez pas le problème fondamental de cet État qui est pourri. C'est comme dans la Rome ancienne, vous savez, dans la Rome ancienne, l'État était devenu omnipotent et à la fin de Rome, l'État était devenu justement avait atteint ce même niveau de pourriture. Et la chose la plus étonnante dont on peut s'apercevoir, c'est que les empereurs de la fin de l'Empire romain étaient excellents, mais ils prenaient place dans un État qui n'était plus fonctionnel. Et donc, j'en reviens à ma métaphore de la gangrène. La seule façon de sauver le corps étatique français, c'est de lui couper ses membres aujourd'hui. Ce n'est pas seulement de lui injecter du sang neuf, c'est de lui couper ses membres. Et c'est pour ça que je me suis converti à ce libéralisme de pratique. C'est-à-dire que face à un mort, face à un cadavre, et donc face à un zombie, parce que non seulement il est un cadavre, mais en plus il s'est transformé en zombie qui cherche à nous détruire, eh bien, il faut être capable de lui couper un peu des membres, de l'alléger, de sorte à ce qu'il puisse éventuellement refleurir, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs, mais c'est la seule façon que l'on peut avoir si l'on veut sauver l'État français. C'est pour ça que le libéralisme de Charles Gave est intéressant, parce qu'il ne concerne pas un libéralisme d'ordre philosophique, d'ordre de l'individualisme. C'est quelqu'un qui est très attaché à la communauté, qui est très attaché aux valeurs conservatrices, totalement religieuses, par exemple, qui sont l'inverse du libéralisme individualiste et matérialiste. Mais c'est un libéralisme pratique qui veut que l'État se concentre davantage sur les domaines qui lui sont propres et dans lesquels il est capable d'être véritablement efficace, et qu'il puisse laisser à la société, laisser au corps privé le soin de se diriger eux-mêmes. Et vous savez, on le voit bien aujourd'hui, et je vous parle de libéralisme et des bons côtés du libéralisme. Je pense qu'on peut particulièrement en parler suite à la période du coronavirus que l'on vient de connaître. Je n'ai pas énormément réfléchi à la question, donc je ne serai pas exhaustif sur celle-ci, vous me pardonnerez, mais on a bien vu qu'un État, plus l'État est médiocre, plus il cherche à nous cornaquer et à se comporter avec nous comme si nous étions ses petits-enfants. Et pas seulement ses enfants au sens d'enfants de la patrie, mais de ses enfants de 5 ans à qui il faut donner des coups de pied aux fesses, des fessées même, et leur dire comment agir, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On l'a vu avec le discours de Macron quand il était en chemise, qui disait n'importe quoi avec son gel hydroalcoolique juste devant lui, enfin le truc totalement ridicule. Il était carrément en train de nous expliquer comment nous devions vivre notre été, qu'est-ce que nous devions faire cet été. C'est-à-dire que selon vous, en fait, l'État nous infantilise maintenant sous prétexte de libéralisme. Non, mais c'est pas selon moi, c'est pas sous prétexte de libéralisme, c'est l'inverse, c'est qu'en fait on a aujourd'hui les plus mauvais côtés du libéralisme, c'est-à-dire une idéologie forte d'individualisme, totalement indulgente vis-à-vis de toutes les idéologies de gauche plus radicales, mais on n'a pas les bons côtés de ce libéralisme pratique, dans le sens où on a un État absolument omnipotent, qui met ses doigts sales de partout, y compris en économie, et pas seulement en économie, y compris à l'école, dans le contrôle de l'éducation, à la télévision, et aujourd'hui, qui est même allé jusqu'à nous empêcher de sortir de chez nous, ou alors de nous permettre de sortir avec un petit papier dûment rempli, enfin voilà. Donc on s'aperçoit que voilà, on a un État qui n'est absolument pas libéral, et ça il faut bien le comprendre. Quand je parle du bon sens du libéralisme, c'est celui que précisément nous n'avons pas. Celui que nous avons, c'est le libéralisme philosophique, et celui-là est à combattre. Mais le libéralisme en pratique, nous ne l'avons pas, et nous devons l'avoir parce que il n'y a plus rien à attendre de l'État. Si on veut que la vie puisse refleurir en France, il va falloir que l'initiative puisse partir du bas, du socle, c'est-à-dire des corps intermédiaires, des individus, du peuple, exactement, de la base. Dans les commentaires, beaucoup nous posent la question du changement de régime, puisque vous décrivez un État pourri, gangréné, etc. Est-ce que pour vous, le changement de régime serait une solution ? Oui, alors c'est certain qu'il y a évidemment des réflexions à avoir sur le régime français, ce régime républicain, la Ve République, qui n'est plus peut-être très en adéquation avec à la fois le personnel politique que nous avons et peut-être la situation française en ce début du XXIe siècle. Ça, c'est des réflexions que nous devons avoir. Maintenant, vous savez, j'essaye de faire très attention à ces réflexions, ce que j'appelle sur tableau noir. J'ai déjà dit quelque part, quand j'étais petit, quand j'avais 15 ou 16 ans, l'une de mes grandes idées, c'était d'essayer de trouver quel pouvait être le régime idéal pour un État. Et quand on commence à réfléchir, on a envie d'avoir des espèces de principes abstraits et parfaits
que l'on pourrait appliquer un peu partout. Et c'est comme ça que le cerveau d'un jeune fonctionne et que le cerveau de nombreuses personnes persiste à fonctionner. On se crée des systèmes dans nos têtes. C'est un biais de notre intelligence. C'est un biais qui parfois nous amène à de grandes et positives choses, mais pas mal de fois, ça nous amène à des choses très négatives et fausses. Et bon, quand on est jeune, voilà, on a envie de réfléchir à un régime parfait. Alors on se dit, mais quel est le régime parfait? Alors c'est la monarchie, c'est la République, quel type de transmission du pouvoir? Une transmission démocratique, une transmission héréditaire, une transmission par adoption? On réfléchit à toutes ces questions. Et évidemment, tout ça est très bon pour l'esprit de réfléchir sur tableau noir. Mais ce n'est pas ce qui est le plus essentiel. Pour le moment, je pense qu'il y a des questions plus urgentes à régler. Mais ça n'empêche pas d'autres personnes de réfléchir à la question du régime. Moi, j'ai évidemment une préférence pour le régime monarchique. Ça, c'est ma préférence de cœur en tant que Français de droite. Mais si jamais les conditions historiques faisaient que c'est une nouvelle république qui sortirait d'une espèce de nouveaux états généraux qui seraient rassemblés en France pour tout remettre à plat, eh bien, allons-y, ça serait une nouvelle république. Vous voyez, ce n'est pas ce qui est le plus important pour moi. Vous proposez Charles Gave pour 2022. Est-ce que vous pensez qu'avant même de proposer un candidat pour 2022, vous avez adhéré en 2017, oui c'est ça, aux Amoureux de la France, la plateforme qui était destinée à rassembler la droite. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avant même de trouver un candidat, il faut déjà essayer de rassembler la droite, de rassembler toutes ces idées et de faire un socle commun sur ce que l'on veut combattre? Alors en fait, oui, j'avais accepté d'intervenir dans Les Amoureux de la France de Nicolas Dupont-Aignan parce que j'appréciais le personnage et que surtout il cherchait à cette époque à rassembler la droite, justement, c'était les mots qu'il employait. Et moi, je venais de passer un an entre 2016 et 2017 à faire des vidéos pour expliquer que la droite devait s'unir, que la droite populiste et la droite bourgeoise avaient des intérêts en commun. Donc évidemment, quand l'initiative est arrivée sur la table avec Nicolas Dupont-Aignan, je ne pouvais pas me défiler. Il fallait que j'accepte cette invitation et que j'intervienne. Après, pour répondre à ta question, non, je crois que malheureusement, encore une fois, c'est une réflexion sur papier que de dire, mais enfin, il y a tellement de choses qui nous rassemblent, et il y a tellement de choses qui nous dégoûtent. On pourrait se rassembler sur nos goûts et nos dégoûts. Hein. Franchement, quand on voit Macron, au moins, on pourrait tous s'unir pour lui foutre un coup de pied dans les urnes, comme on dit. Mais le problème, c'est que ça marche pas comme ça. On sait bien que les gens ne se rassemblent pas seulement par des idées et que en France, et particulièrement dans le peuple de droite, on veut suivre, puisqu'on parlait de royalisme et de monarchie, on suit le panache blanc du roi. Hein. C'est le panache blanc qui se monte sur le champ de bataille et le cheval blanc d'Henri IV, et c'est comme ça que l'armée se met en ordre. Donc non, malheureusement, je crois que il faut qu'il y ait, et il y a déjà de nombreux cercles de réflexion, il y a des types très intelligents qui réfléchissent chacun de leur côté. En fait, l'armée existe, il suffit de la rassembler, et pour la rassembler, il faut un chef, il faut un étendard. Donc, et c'est bien d'ailleurs là où nous butons, c'est là où nous achoppons depuis plusieurs années. C'est notre incapacité à trouver un chef alternatif à Marine Le Pen. Vous parlez tout à l'heure du coup de la droite populaire et de la droite bourgeoise. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore vraiment une droite populaire et comment vous la décririez actuellement? Parce que certains parlent des gilets jaunes, etc. Mais est-ce que pour vous, ce sont les gilets jaunes qui incarnent cette droite populaire ou pas du tout? Enfin, les gilets jaunes, ça dépend de quels gilets jaunes on parle, parce qu'il y a eu différentes versions de gilets jaunes. Mais on va dire que la version première des gilets jaunes, le peuple, en fait, à l'époque, je l'appelais la droite, et là, tu me rappelles que je l'appelais la droite, mais maintenant, je l'appelle plus tellement comme ça, en fait. Hein. Pour moi, les catégories droite-gauche sont des catégories philosophiques. Après, dans les questions purement politiques et dans les catégories sociales, ça dépasse la droite et la gauche. Il faut bien faire la distinction. La droite et la gauche, ça veut dire quelque chose d'un point de vue intellectuel. Et tous ceux qui vous disent que c'est pas vrai se trompent. En revanche, d'un point de vue politique, il y a énormément de gens qui ne sont ni de droite ni de gauche, qui ne savent même pas ce que c'est, et donc les grands mouvements sociologiques qui font la vie politique ne se les résument pas à la droite et à la gauche, ça c'est certain. Donc oui, en fait, ce qui rassemble les gens, maintenant je fais plus de politique, donc c'est plus vraiment des sujets qui m'intéressent et sur lesquels je pense, donc je risque d'être assez banal et pas très intéressant sur le sujet, pardonne-moi, mais il y a un peuple français
comme une grosse partie de la classe moyenne, et enfin un petit peuple français, une grosse partie de la classe moyenne, et même de bourgeois, voire même de grands bourgeois, qui ont en réalité des intérêts communs. C'est pas vrai de dire que les intérêts sont totalement divergents. Je pense qu'on leur fait croire cela. Je pense que c'est un mensonge. Ils pensent effectivement cela, mais en cela ils se trompent et il faut le leur dire. L'intérêt identitaire est un intérêt majeur pour tout le monde. Alors certes, les bourgeois pensent pouvoir se protéger d'un point de vue identitaire grâce à leur argent, c'est-à-dire en allant dans des endroits où, parlons très clairement, où il n'y a pas beaucoup d'immigrés et il y a encore une vie qui est vivable, acceptable et agréable d'un point de vue français. Et tandis que les autres, ceux qui n'ont pas d'argent, n'ont pas les moyens de se barrer pour vivre dans des endroits très protégés. Et donc la seule réponse qu'ils peuvent avoir, c'est de voter pour des partis populistes. Mais le problème identitaire va se poser partout en France, y compris à l'ouest de Paris, y compris dans des endroits qui jusqu'à maintenant sont protégés. Donc il y a l'aspect identitaire qui peut rassembler tout le monde. Et d'un point de vue économique aussi, moi je veux bien qu'effectivement il y a une classe globalisée qui profite dans les centres-villes de l'économie mondialisée et globaliste, tandis que les paysans, les ouvriers, les gens qui travaillent dans le petit secteur tertiaire ne peuvent pas profiter de cette mondialisation. Mais la vérité, si l'on regarde les choses très clairement, et d'ailleurs c'est quelque chose que l'on peut voir dans des pays qui sont plus petits et plus communautaires, comme par exemple le pays dans lequel je suis aujourd'hui, la Hollande, il y a des intérêts qui sont en commun, y compris d'un point de vue économique, entre un type qui gagne 3 000 balles, 4 000 balles en centre-ville et un type qui en gagne 1 500 en province. On fait croire que ces deux-là n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre. D'ailleurs, c'est ce que je te disais, il le croit, c'est ça le drame. Mais là où notre discours doit être important, là où la droite a quelque chose à faire, c'est de faire comprendre aux deux qu'ils ne sont pas ennemis et que les deux sont en fait des esclaves. Le livre d'Emmanuel Todd, que je n'ai pas lu, mais dont j'ai lu le résumé, j'aimerais le lire, mais j'ai pas le temps de le lire en ce moment tellement j'ai de livres à lire. Mais le livre d'Emmanuel Todd montre ça très bien. Le livre d'Emmanuel Todd montre qu'en fait, il n'y a que peut-être que 1 à 2% des gens en France qui profitent de la mondialisation et de la globalisation. Et que la véritable réalité de la situation économique, c'est que tout le monde est perdant, y compris la classe moyenne haute et la bourgeoisie. Ceux qui se prennent pour des bourgeois et qui pensent qu'ils n'ont rien à faire avec le petit peuple, c'est pas vrai en fait. Ils ont perdu depuis 10, 20 ans du pouvoir d'achat eux aussi et du bonheur de vivre en quelque sorte. Donc voilà, tout le discours de la droite doit vraiment se porter doit essayer de faire comprendre à tous ces gens qu'ils ont des intérêts en commun et plus encore, parce que j'ose espérer que nous ne sommes pas que des intérêts, que nous ayons aussi un destin commun. Donc pour toi, la réelle chose qui pourrait rassembler le peuple entre guillemets avec la classe sociale bourgeoise, c'est vraiment la question identitaire. Il n'y a pas que la question identitaire, il y a aussi, c'est ce que je t'ai dit, la question économique. Mais encore une fois, il faut la regarder droit dans les yeux. La narration qui est imposée à la France, je le répète, c'est que les gens de la bourgeoisie et les gens du peuple n'ont pas d'intérêt commun d'un point de vue économique. Le livre d'Emmanuel Todd, s'il fallait un livre, mais il n'y a pas que ce livre-là, montre qu'en fait, c'est les deux, la bourgeoisie française, comme le petit gilet jaune, la petite personne du petit peuple, les deux sont en train de perdre dans la situation économique actuelle. Et il n'y a que l'élite administrative et capitaliste, et j'insiste sur administrative, c'est là où le livre de Todd est intéressant, qui montre que, je parlais de l'État tout à l'heure qui était omnipotent, c'est en fait l'aristocratie d'État, celle qui fait les grandes écoles et qui en fait se transmet les places maintenant de père en fils, ce ne sont que eux qui profitent de la situation désastreuse actuelle. Mais ils ne représentent même pas 1%, ils représentent 2%. Tout le monde perd de l'argent. Et tout le monde vit moins bien à cause de l'immigration, à cause du postmodernisme et tout le reste. Tout le monde est en train de perdre là-dedans. Et bien sûr, la narration du système, c'est d'expliquer en permanence et de faire croire que non, les intérêts sont divergents. Mais non, il y a des intérêts communs. Et là, c'est là où la droite doit insister. Est-ce que le courant libéral conservateur correspondrait à tes idées ? Oui, j'aime pas me mettre des étiquettes, mais je sais que les gens adorent penser par étiquettes. Sans étiquette, ils sont perdus. Donc oui. Si on se réfère à ce que je t'ai dit au début, à savoir que j'aime le libéralisme comme pratique et pas comme philosophie,
Alors effectivement, je suis un libéral conservateur dans le sens où j'accepte les bons côtés du libéralisme pour aujourd'hui, c'est-à-dire le besoin de réduire l'omnipotence de l'État, qui est notre ennemi aujourd'hui, et le nécessaire retour à des valeurs de type conservatrice. Donc Tu, oui, de ce point tu, de vue-là, oui. tu as dit que l'État était notre ennemi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment combattre l'État, mais en plaçant Charles Gave, tu penses combattre l'État du coup. C'est ce que je t'ai dit au début, Ouais. c'est qu'en fait, l'État est pourri. Il a atteint un stade où tout ce qu'il fait est nécessairement gangréné. Et il gangrène la nation. Donc en fait, il ne s'agit pas seulement que de placer un individu qui soit de qualité, qui ait des vertus à la tête de l'État, parce que ça ne changera rien. Comme je t'ai dit, on ne sauve pas un être qui a la gangrène en lui injectant du sang neuf, on le sauve en lui coupant ses membres gangrénés. Donc il faut envoyer à la tête de l'État non seulement quelqu'un qui a des qualités et des vertus, Charles Gave en est un, mais en plus qui a dans son programme l'idée de recentrer l'État sur ses attributions les plus essentielles et de permettre à la société civile de refleurir. On te demande qu'est-ce que tu penses de la loi Avia. Non, c'est une loi scélérate. J'ai pas regardé dans son détail parce que en ce moment, je suis pas tellement dans l'actualité, mais je suis plutôt au XVIIIe siècle à cause de mon travail. Donc, je ne suis pas trop l'actualité, mais cela dit, évidemment, la loi Avia, de ce que j'en ai vu, c'est une loi catastrophique. Et encore une fois, on est dans le sujet. On parlait de l'État. Ben, l'État est en train de se montrer tel qu'il est, c'est-à-dire de plus en plus fou, de plus en plus omnipotent, et dans un désir d'hubris qui est celui de contrôler absolument tous les individus, leur éducation, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on va faire cet été, d'après ce que Macron a raconté, enfin tout. Donc voilà, l'État est l'ennemi et il est en train de tout faire pour tuer, pour sucer le sang du peuple français dont il est censé normalement présider les destinées. La loi Avia est horrible. Il va falloir se battre vraiment à fond contre elle. Je ne sais pas si tu as vu sur Twitter, mais j'ai eu un tweet qui a eu pas mal de succès parce que c'était un truc hallucinant. J'ai j'ai retweeté le discours de notre magnifique ministre, ou député, pas ministre, notre magnifique député, en disant ça, c'est pas une loi de PD. Je sais pas si tu as vu l'article de Mediapart où elle a déclaré, où Madame Avia déclare que en fait, qu'elle a fait des trucs pour les PD. Enfin, c'est comme ça qu'elle le dit. Alors moi, ironiquement, j'ai retweeté son discours en disant bah, la loi Avia, au moins, c'est pas une loi de PD. Donc j'étais dans l'ironie, en fait, Oui, évidemment. oui. Et, et le gouvernement, je suis quasiment sûr que c'est le gouvernement, en tout cas les instances du gouvernement, ont fait censurer ce tweet. Donc il a été retiré par Twitter. Donc t'imagines un petit peu, enfin je crois que jamais ironie a été aussi ironique en fait, parce que j'ironisais sur elle et elle utilise la loi pour me censurer, pour censurer une ironie que je fais sur une chose qu'elle a dite. Enfin, Ouais. c'est un peu compliqué, mais il faut comprendre le truc. Mais c'est hallucinant en fait. C'est là on est dans George Orwell, on est dans Ouais, c'est ce que 1984. j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais Ah, dire. c'est des tarés. Ouais, toi aussi, tu dénonces totalement la censure des réseaux sociaux, parce que ça, c'est ce que tous nos invités nous disent. La censure des réseaux sociaux, c'est un vrai fléau en ce moment, quoi. Bah oui, là-dessus, encore une fois, le libéralisme comme pratique et non comme philosophie, non comme idéologie, c'est aussi, comme aux États-Unis, de permettre la totale liberté d'expression. Et évidemment, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je montre que le libéralisme comme pratique, c'est-à-dire en fait comme désir de liberté, ce qui est fondamental dans la philosophie de l'homme de droite, évidemment, c'est fondamental, c'est essentiel. Nous devons avoir la liberté totale d'expression, mais c'est précisément parce que quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme toi dit que nous devons avoir la liberté d'expression que les types qui nous dirigent et qui essayent de sauver les meubles à la tête de l'État font tout pour qu'on l'ait pas. Voilà. Alors, une autre réponse qui est revenue souvent, réponse très courte, Marine ou Macron? Oh, bah, évidemment, enfin, je répondrai pas parce que en fait, l'idée justement, c'est d'échapper à cette alternative, d'échapper à Marine Macron, parce que Marine Macron, c'est le scénario de l'ennemi. C'est pas mon scénario, c'est le scénario de l'ennemi. L'ennemi, donc Macron et ceux qui dirigent, veulent Marine Macron.
Ouais. Donc, si je commence à dire Marine Macron, ça veut dire qu'en fait, je vais sur le terrain de bataille qui a été choisi par l'ennemi. Donc c'est con en fait. On est quand on va sur, c'est comme ça que Napoléon a gagné Austerlitz. Hein, c'est qu'il a choisi le terrain de bataille. Il a choisi exactement là où il voulait se placer et là où il voulait que ses ennemis se placent. Donc Marine Macron, c'est d'aller sur le champ de bataille et de s'installer selon les dispositions choisies par l'adversaire. Alors Donc, c'est à moins d'être très très fort, ce qui n'est pas le cas du Front National, eh ben c'est quasiment impossible de gagner. Alors, une question totalement autre que la politique, etc., mais je pense que tu seras très à même d'y répondre. Des conseils de lecture pour des jeunes. Je vais faire un peu de publicité. J'ai mon livre sur Nietzsche qui sort la semaine prochaine. Ça y est, enfin. Ça a mis énormément de temps à cause du coronavirus parce que tout était bloqué en termes d'impression, d'envoi et tout ça. Donc ça y est, je l'ai enfin la semaine prochaine. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent, Julien, qu'est-ce qu'il faut que je lise, qu'est-ce qu'il faut notamment, je suis intéressé par la philosophie nietzschéenne, par quel livre de Nietzsche je dois commencer, blablabla, blablabla. Et c'est normal. Et donc j'ai écrit un livre justement qui s'appelle, je peux le dire, ce sera la première fois que je vais le dire là, qui s'appelle Nietzsche l'actuel, en référence à comment il se définissait lui-même, c'est-à-dire comme inactuel, quelqu'un qui n'était pas actuel. Il disait lui-même qu'il faudrait attendre 100 ans pour le lire, et ça tombe bien, nous sommes précisément 100 ans après sa mort, donc et c'est pas un hasard, ceci n'est pas du tout un hasard, c'est vraiment, sa philosophie est encore beaucoup plus importante aujourd'hui que ce qu'elle ne l'était hier, je crois. Et donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Nietzsche l'actuel, qui est une introduction à la philosophie nietzschéenne, et qui permet justement pour un public qui débute en philosophie de comprendre tous les grands principes et tous les grands concepts de Friedrich Nietzsche. Alors pas seulement de les comprendre en soi, mais de les comprendre surtout en perspective avec le monde actuel. C'est-à-dire que j'ai essayé d'écrire ce livre de façon à ce que ces concepts philosophiques soient tout de suite compris en fonction du monde que nous avons à vivre. Parce que je pense que la philosophie nietzschéenne est extrêmement utile pour comprendre les grands phénomènes postmodernes, et notamment le nihilisme qui y règne, à travers tous les grands mouvements de gauche, social justice warrior, gauchistes, féministes, antiracistes, etc. Donc voilà. Mais ce n'est pas qu'un livre pour les débutants, c'est aussi un livre pour ceux qui s'intéressent à la philosophie nietzschéenne d'une manière générale, notamment ceux qui aimeraient confronter l'interprétation que j'ai de cette philosophie avec la mienne. Donc voilà, la semaine prochaine, pour ceux qui veulent absolument être sûrs de ne pas le louper, vous pouvez aller sur mon site internet et inscrire votre mail dans la liste de diffusion. C'est sur la première page de mon site. Comme ça, au moins, dès qu'il sort, vous recevrez un email pour vous l'indiquer. Est-ce que selon toi, Bardella peut être vu comme une alternative? Non, il est trop jeune. Il est trop jeune. Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Du coup, moi, j'ai plus d'autres questions. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, merci à vous. J'invite à tous ceux qui nous regardent à suivre donc Julien Rochdy sur tous ses réseaux sociaux, ainsi que l'étudiant libre, dont je vous rappelle que le dernier numéro est gratuit sur notre site actuellement. Et vous pourrez retrouver cette vidéo dans les 24 heures dans notre story et sur YouTube très prochainement. Voilà, merci encore Julien et puis bravo à vous, ce que vous faites c'est important, il faut comme ça multiplier les initiatives et si on peut vous aider, si je peux vous aider, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. merci beaucoup.